Eh bien, ravi que tu aies accepté notre invitation pour parler de ton dernier ouvrage en date, Jung, un voyage vers soi, qui aurait pu s'intituler Jung, un voyage vers le soi. Je pense que tu Oui, as, tu as pensé. Alors, bon, j'ai beaucoup apprécié ce livre, hein, sans flagornerie. Bon, je connais un petit peu Jung et j'ai forcément appris beaucoup de choses. C'est une excellente synthèse et qui est destinée à un large public, hein, bien sûr. Donc, bravo en tout cas pour ce travail. Euh, Tu le dis dès l'introduction, en fait, Jung, c'est une figure intellectuelle importante pour toi. C'est une des deux figures très, très importantes avec Spinoza, bien sûr. Mais Jung, contrairement à Spinoza, en l'occurrence, est très peu connu du grand public. Alors, bien sûr, tu insistes sur la France en particulier, hein. Il est plutôt méconnu en France. Il est plus connu peut-être dans les pays anglo-saxons. Mais il est surtout ignoré et presque méprisé du monde intellectuel, finalement, notamment français en particulier, encore une fois. Et tu le dis, tu expliques, tu donnes quelques raisons que tu vas pouvoir développer peut-être. C'est qu'il s'est trouvé pris en fait en étau quelque part entre les rationalistes, les matérialistes à la suite de Freud, disons, et puis les théologiens à qui il n'a pas fait plaisir non plus, quoi. Est-ce que ça explique simplement pourquoi on l'ignore aujourd'hui, on ne l'étudie pas, on ne l'enseigne pas ou très peu? je crois qu'il y a beaucoup de raisons en fait. C'est une des raisons, effectivement, c'est qu'il est inclassable et que d'un côté, il est très rationnel, il cherche toujours à trouver les explications, les causes. C'est un homme empirique qui a cumulé des quantités de données puisqu'il a pu étudier des milliers de malades dans le cadre quand il était à la clinique du Buzzoli. Et puis ensuite, il a eu de très nombreux patients. Il dit de lui-même qu'il a interprété plus de 80 000 rêves de ses patients. Donc on voit tout le matériel empirique qu'il a étudié. Lui-même s'est observé et il a passé des années d'introspection à analyser ses rêves, etc. Et en même temps, il a un côté où il est très ouvert et il dit au fond, il faut accepter toute expérience, même si elle nous déstabilise, même si elle ne rentre pas dans le cadre de nos conceptions philosophiques. Il faut essayer de la comprendre et de l'analyser. Et ça a été un point de rupture avec Freud, parce que Freud ne voulait pas entendre parler, par exemple, des phénomènes paranormaux, disait que ça n'existait pas, que tous les phénomènes de prémonition, tous les phénomènes de télépathie, de voyance, disait tout ça, ça n'existe pas, puisque ça ne peut pas exister selon une certaine philosophie matérialiste. Et donc, Jung lui répondait, mais regardez, il y a tous les jours des choses tangibles qu'il faut comprendre et il faut trouver une autre explication. Donc ça, je pense qu'effectivement, il était à la fois méprisé par les gens, on va dire, qu'on appellerait aujourd'hui scientistes, c'est-à-dire qui avaient une vision étroite de la science et qui correspondait uniquement au paradigme dominant de cette époque, alors que le paradigme a explosé ensuite avec la physique quantique. Et d'une certaine manière, les seuls scientifiques avec lesquels Jung a vraiment eu des grandes affinités, ce sont les physiciens quantiques. Et il a dialogué, on en reparlera certainement pendant très longtemps avec plusieurs d'entre eux. Et puis, il était pris en étau d'un côté entre ceux voilà, qui sont très enfermés dans un dogme un peu scientiste et matérialiste, et puis d'un autre côté, les théologiens, les religieux, qui le dérangeaient beaucoup parce que tout en étant ouvert à la spiritualité, évidemment, il faisait une critique de la religion qui est trop extérieure, selon lui, et qui ne transforme pas l'individu. Donc, il a été pris entre plusieurs feux. Ça, c'est une des explications. Après, il y a beaucoup d'autres explications qui fait qu'il a été notamment méprisé et peu enseigné dans l'université française. Une autre explication, c'est que ces livres sont pas écrits de manière classique, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence linéaire, logique, et c'est une intelligence circulaire. Il a un côté très taoïste, c'est-à-dire qu'il parle de quelque chose qui ouvre une nouvelle porte, qui renvoie à autre chose et puis revient à son sujet. Et ça, c'est pas du tout compréhensible, je dirais, dans la mentalité dominante occidentale où on a besoin de faire des traités extrêmement rationnels, rigoureux, avec un plan qui se développe de manière linéaire. Et lui, si on ouvre ses livres, on voit que c'est pas ça du tout. Il ouvre une parenthèse, il revient, etc. Donc cette pensée circulaire, je dirais, a déstabilisé profondément l'intelligentsia européenne. Et puis le dernier point qu'il faut signaler,
c'est que comme il a été soupçonné d'antisémitisme suite à un article d'ailleurs déplorable qu'il a écrit en 1934, du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas voulu aller plus loin et qui se disent il a eu une dérive antisémite dans un article et du coup, on ne veut plus entendre parler de lui. Alors que lui a toujours dit qu'il n'était pas antisémite, qu'il n'a pas été compris. Bon, donc le débat reste ouvert, c'est un débat dont je parle dans mon livre, mais ça a fermé certainement la porte de l'université pour un certain nombre de personnalités, notamment juives ou freudiennes, qui ont eu ce soupçon qui a pesé sur lui, qui continue d'être un handicap. Alors, on va y revenir, oui, tout de suite là-dessus, mais avant, je voulais te solliciter aussi sur le fait que sa pensée, elle a beaucoup évolué aussi, en fait, au cours de sa carrière. Donc, peut-être on lui reprochait aussi d'avoir certaines contradictions dans ses écrits, mais c'est aussi parce que sa pensée a été une pensée en mouvement Alors, c'est et ça que j'aime qu'elle a beaucoup. évolué. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que j'ai un ami philosophe que je ne citerai pas, contemporain, qui me dit que lui, il a eu à 30 ans toutes ses intuitions philosophiques, qu'il n'a jamais bougé d'un iota. Il me dit, mais toi, quand est-ce que tu vas nous livrer ta pensée définitive? Et ça me fait rire parce que, au fond, j'ai aucune pensée définitive. Ma pensée est tout le temps en mouvement. Il y a des choses que je pensais, auxquelles j'adhérais il y a 30 ans, auxquelles je n'adhère plus du tout aujourd'hui. Il y a des choses nouvelles, il y a des auteurs nouveaux que j'ai découverts qui ont enrichi ma pensée. Et Jung est tout à fait comme ça. Jung, il n'a cessé d'évoluer. Et donc, il y a une période, il était très proche de Freud, où vraiment on sentait qu'il adhérait profondément au freudisme. Et puis, progressivement, il s'en est détaché, notamment sur la question de la libido, qu'il a refusé de réduire à la sexualité. Et puis, sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure, d'une pensée qui jugeait philosophiquement trop matérialiste. Et puis, après, il a fait des découvertes qui l'ont enrichi, et donc notamment la découverte de l'Orient a été un élément important, la découverte de l'alchimie a été un événement important, et puis la découverte de sa vie intérieure a bouleversé toute sa pensée et l'a amené de plus en plus à s'intéresser à la question de l'inconscient collectif, des archétypes, et toutes ces questions-là, finalement, c'est une pensée en évolution qui ne cesse de s'enrichir, de se déployer dans plein de directions, d'établir des liens, des passerelles. On parlait tout à l'heure d'une pensée circulaire, on peut dire aussi une pensée en mouvement, effectivement. Jusqu'à la fin de sa vie, effectivement. Alors, évacuons tout de suite la question de l'antisémitisme parce que c'est quand même important, effectivement. Ça vient, tu le disais, des milieux freudiens. Essentiellement, il avait accepté en fait la présidence de la société de psychanalyse, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelait. Oui, Et qui est puis, finalement. il a été maladroit, c'est ça, dans un écrit, essentiellement, c'est ça qui s'est passé? En fait, on lui reproche deux choses. On lui reproche d'avoir accepté de collaborer avec le régime nazi dans la mesure où il a accepté de prendre la présidence d'une grande association, la plus grande association allemande de psychothérapie, Mhm. parce que l'ancien président était juif, du fait qu'il était juif et qu'il y a eu en 1933 des lois anti-juives, il a dû quitter la présidence. Et Jung, qui était vice-président, a accepté de prendre la présidence, alors que beaucoup ont dit qu'il aurait dû refuser. Il aurait Mhm. dû dire, vu les lois anti-juives, je ne peux pas collaborer, puisqu'il était effectivement le rédacteur en chef, mais je dirais qu'au-dessus de lui, il y avait quand même, c'était les nazis qui chapeautaient toute la Mhm. communication, y compris les revues de psychothérapie. Donc là-dessus, il a dit, s'est défendu en disant qu'il voulait essayer de sauver la psychothérapie en Allemagne et que s'il n'avait pas accepté, ça aurait été la fin. Ce qui est certain. C'est Mhm. certain que s'il n'avait pas accepté, la revue serait arrêtée, il n'y aurait plus d'association. Donc là, il a voulu sauver les meubles. Il a fait certaines choses. Par exemple, il a permis que des psychanalystes juifs qui étaient donc interdits d'exercice en Allemagne aient pu continuer d'exercer en adhérant à titre individuel à l'association et non pas via l'association allemande. Donc, il a trouvé des choses pour faire durer d'une certaine manière la psychothérapie, pour sauver, entre guillemets, ce qu'il pouvait, y compris d'ailleurs de nombreux psychanalystes freudiens, on peut continuer d'exercer de cette manière-là, et en même temps, il a avalé des couleuvres terribles. Et par exemple, la pire, c'est qu'un jour, sans le prévenir, on lui a balancé un article favorable à Mein Kampf. Donc, un nazi a fait la promotion de Mein Kampf dans la revue dont il était le rédacteur en chef. Donc voilà, ça a été des compromis permanents pendant des années. Et c'est qu'en 1939, quand la guerre est arrivée, qu'il a définitivement rompu avec tout ça. Et ensuite, pendant la guerre, il a été au contraire très investi dans la lutte contre les nazis, puisqu'il a donné beaucoup de renseignements aux Alliés.
et notamment aux Américains, à OSS, les services secrets américains, avec qui il a travaillé de manière très étroite. Il a établi des profils psychologiques des grands chefs nazis pour essayer d'expliquer comment ils pensaient, comment ils se représentaient le monde, pourquoi ils étaient dans cette obsession. Et donc, à tel point qu'il a été ensuite remercié par Churchill, Eisenhower, etc. Donc, c'est quelqu'un pour qui il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, il a fait des compromis dangereux. Il a travaillé effectivement avec des gens bon, dont on sait ce qu'ils sont devenus, mais à l'époque, en 1933, pour lui, ce n'était pas encore évident.